Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Mais d'abord, notre match des idées spéciales municipales. Confrontation de points de vue ce soir entre Florent Wadillo et Nicolas Tenzer. On va faire un nouveau point sur les forces en présence du côté d'En Marche. Gérald Darmanin, vous le savez, se lance officiellement à Tourcoing. Meeting de Benjamin Griveaux hier soir à Paris. On va aussi s'arrêter sur les cas spécifiques de Marseille, de Bordeaux et de Paris. 3 grandes villes qui étaient quasiment acquises à La République En Marche et où ça tourne mal. On parle de tout cela avec nos invités. D'abord, ce point complet de Flora Sauvage. Les Français pourraient bien décider de sanctionner la politique du gouvernement aux élections municipales. Hier soir, dans la capitale, un comité d'accueil était présent aux abords du meeting de Benjamin Griveaux, le candidat investi par La République En Marche à Paris. On a déjà un plan large de ce que c'est La République En Marche au pouvoir au niveau national. Alors l'avoir au niveau municipal, même pas en rêve. Les perspectives de conquête pour La République En Marche s'avèrent faibles. Le parti présidentiel est crédité de 18% au plan national dans les intentions de vote. Loin des préoccupations locales, 42% des personnes interrogées vont voter en fonction des enjeux nationaux et 3 électeurs sur 10 affirment qu'ils voteront pour sanctionner le gouvernement. Dans beaucoup de villes comme à Paris, En Marche est affaiblie par la présence de 2 candidats macronistes sur la ligne de départ. Il nous en manque quelques-uns ce soir. Ne nous voilons pas la face. Ne nous racontons pas d'histoire. Ce sont celles et ceux qui ont rejoint l'aventure initiée par Cédric Villani. Si Paris était réputé imperdable il y a encore quelques mois pour La République En Marche, la jeune formation est aussi en mauvaise posture à Marseille, Montpellier ou encore Bordeaux. À Lyon, 2 candidats LREM se livrent une guerre fratricide pour la présidence de la métropole. Gérard Collomb, le maire actuel, et David Kimmelfeld, son ex-lieutenant. Ces prochaines élections sont l'occasion rêvée d'inaugurer une ère nouvelle sur la base d'un projet, mais aussi d'une méthode et d'une culture démocratique renouvelée. Et c'est cette conviction qui m'a conduit à donner le coup d'envoi de la campagne. Si le parti présidentiel comptait sur les municipales pour s'ancrer dans les territoires, le pari est loin d'être gagné. L'objectif est de multiplier par 5 le nombre de ses élus locaux, en passant de 2000 à 10 000 conseillers municipaux. Et avec nous pour ce match spécial municipal, je vous le disais, Florent Wadillo, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président du think tank Les Terris, ancien conseiller du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas et auteur de ce livre Les espions de l'Élysée. Nicolas Tenzer, bienvenue à vous également, président fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, directeur de la revue Le Banquet. Merci à tous les deux d'être ici. D'abord, votre point de vue sur la candidature de Gérald Darmanin à Tourcoing. C'est un ministre jeune, ambitieux, qui a plutôt le vent en poupe, qui avait réussi sa réforme sur le prélèvement à la source. Il y a pas mal de gens qui se demandent pourquoi avoir envie d'une mairie. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ou une simple envie de se rapprocher des habitants? Florent Wadillo, vous voyez ça comment? La narration politique qu'a construite Gérald Darmanin, c'est un garçon qui s'est fait tout seul ou presque et qui a les 2 pieds ancrés dans le terrain. D'accord. Et donc, il ne peut pas lâcher le local au profit du ministériel, d'autant qu'il sait qu'à partir de 2022, la recomposition du paysage politique probable, qui est déjà en cours et qui, à mon avis, va s'accroître après les prochaines présidentielles et les prochaines législatives, pourra justement le favoriser s'il maintient son ancrage local, s'il se fait réélire député, etc. Donc c'est plutôt malin, c'est plutôt intelligent d'un point de vue stratégique, d'un point de vue... Oui, mais je dirais qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il ne peut pas se mettre à la merci d'un revirement politique du président de la République qui le renverrait sur les bancs de l'Assemblée nationale sans même pouvoir justement travailler sa circonscription, montrer qu'il est au contact et sur le terrain. Donc je pense qu'il n'avait pas le choix s'il veut justement soigner son destin politique, et il veut avoir un destin politique. Et ça, on s'en doute bien. Nicolas Tenzer. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un homme ou une femme politique qui veut briguer à des
des fonctions importantes, et c'est nécessairement le cas de Gérald Darmanin, l'ancrage local est totalement nécessaire. C'est-à-dire que la vraie légitimité aux yeux des électeurs, elle passe, sauf cas exceptionnel, comme celui du président de la République, mais c'est vraiment une exception. C'est vraiment une exception. Mais d'ailleurs, il le paye peut-être. Et voilà, et il faut absolument avoir cet ancrage local. Ce qui est quand même aussi intéressant, c'est de revoir aussi que les figures du gouvernement, les quelques-unes, il n'y en a quand même pas beaucoup, qui ont décidé de briguer l'élection, poser leur candidature à l'élection municipale, ce sont quand même plutôt des figures de droite. Ce sont quand même la figure, je dirais, c'est pas tellement la gauche de Macron, c'est plutôt l'aile droite du gouvernement actuel. Hein, c'est le cas de Gérald Darmanin. Je pense que ça veut dire aussi que ceux qui ont aujourd'hui une présence dans le gouvernement, qui sont plutôt forts, qui sont visibles, et c'est le cas du ministre du budget, des comptes publics, et de l'action publique, ce sont des ministres qui ont plutôt cette filiation-là. Et je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu aujourd'hui, à part le cas, mais bientôt qui ne sera plus En Marche, de Cédric Villani, on n'a pas vu de candidature de l'aile gauche du macronisme émerger, et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut troubler de manière beaucoup plus globale les électeurs et les anciens électeurs de La République En Marche. C'est plutôt de droite de se présenter à un scrutin local Florent Vadiou ? Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas Tenzer, d'autant que je pense que c'est lié à la sociologie du recrutement. En Marche, le président de la République a réussi à recruter des ténors de la droite, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, qui étaient quand même des étoiles montantes ou certaines déjà bien établies, alors que les recrutements à gauche, si l'on accepte Jean-Yves Le Drian, sont quand même des seconds couteaux. Nicole Belloubet, Agnès Buzyn, Marlène Schiappa lorsqu'elle l'était. Donc ce sont des gens qui avaient un ancrage territorial très faible et qui n'avaient pas une carrière politique de premier plan et qui de ce fait ne ressentaient pas le besoin d'avoir cet ancrage territorial. Donc je pense que c'est lié effectivement à la sociologie des recrutements et des ralliements en 2017. Si on en revient aux difficultés de La République En Marche dans les grandes villes qu'on évoquait dans le sujet que j'évoquais en introduction, je voudrais qu'on regarde les résultats du parti présidentiel à Paris, à Marseille et à Bordeaux aux dernières élections européennes, c'est-à-dire le dernier scrutin qui a eu lieu dans ce pays. À Paris, la liste de Nathalie Loiseau avait obtenu 32,92% des voix. À Marseille, elle avait obtenu 20,59% des suffrages. À Bordeaux, elle avait remporté 29,47% des voix. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, La République En Marche n'y atteint pas les 20% dans ces 3 villes. Comment interpréter ça, Nicolas Tenzer ? Alors, déjà sur Paris, on peut dire que La République En Marche est complètement divisée. Donc, si on additionne quand même les scores, effectivement, et de Griveaux et ça, de les sondeurs, Villani, vous dites que ça ne s'additionne pas forcément en vrai. Hein. Voilà, alors justement, ça ne s'additionne pas. Mais c'est un problème, justement, qu'il faut traiter. Ouais. Je pense qu'ensuite, les électeurs, de La République En Marche votent plutôt contre que pour. Ou s'ils votent pour, ils ne votent pas nécessairement pour La République En Marche. Là, ils ont voté pour la liste de Nathalie Loiseau parce qu'ils se sentaient plus ou moins en affinité avec les principes européens, les valeurs que défendait cette liste, finalement, et aussi par rejet, probablement, des autres, que ce soit Place Publique et Glucksmann, que ce soit Jadot, évidemment, la liste de droite et la liste d'extrême droite. Mais ce n'était pas nécessairement un vote d'adhésion profond. Là, on se retrouve avec les municipales avec une autre configuration, où on a, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se dessiner, un retour en quelque sorte des anciens partis. D'abord parce que ce sont ces anciens partis, notamment le Parti Socialiste et LR, qui ont quand même un ancrage local. Qu'ensuite, il y a quand même, et je pense que c'est une vraie question pour La République En Marche, ce parti n'a pas réussi à construire véritablement une infrastructure forte d'élus ayant une visibilité personnelle, à l'exception, on a parlé de Darmanin tout à l'heure, c'est peut-être une des exceptions finalement dans ce paysage politique. Et je pense que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on n'a pas eu un parti avec des candidats, mais aussi avec un projet, avec un programme, avec une affiliation, avec une identité qui permettent aux électeurs vraiment de les caractériser. Et ça, c'est quand même le grand problème. D'ailleurs, on s'aperçoit que La République En Marche, dans d'autres villes, a donné en quelque sorte son investiture, ou en tout cas son nihil obstat, je pense à Meaux avec Jean-François Copé, finalement, à des candidatures de gens qui étaient déjà préétablis et qui n'ont rien à voir avec La République En Marche. Et ça, c'est assez troublant. Et je pense que ça a un effet, évidemment, de ricochet, probablement, pour les candidats qui sont clairement estampillés LREM. Je vous donne la parole dans un instant, Florent Vadiou, mais si on prend le cas très spécifique de Paris, Benjamin Griveaux est bien sûr, on peut le dire, effectivement la victime d'une dissidence, celle de Cédric Villani, bien embarrassante. Il a choisi de s'en servir, d'essayer de retourner la situation en sa faveur. C'était hier soir, lors d'un meeting dans le 14e arrondissement de la capitale, où il se présente. Et il est revenu sur leur trait de caractère à tous les deux, quitte peut-être à en faire un peu trop. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais
pour avoir eu l'occasion de le fréquenter moi aussi, à quel point Cédric peut être attachant. Je sais qu'ils ont sans doute aimé chez lui ce qu'ils ne retrouvaient pas chez moi. Davantage de naturel, une part de fantaisie et peut-être aussi d'émotivité. Voilà, Florent Badieux, c'est un moment de ce meeting qui a été pas mal raillé, moqué sur les réseaux sociaux ou dans certains médias. Est-ce que Benjamin Griveaux est maladroit? Est-ce qu'il est à l'image de cette République En Marche qui n'arrive pas à parler au local? Est-ce que ça pourrait expliquer ces 3 villes qu'ils vont a priori perdre alors qu'elles étaient gagnables, plus que gagnables même? Il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect politique qui est indépendant de Benjamin Griveaux et qui est une mutation profonde de l'électorat d'En Marche qu'on a vu se produire entre les présidentielles et les européennes. Très clairement, on a eu au présidentiel un électorat de gauche très mobilisé et l'électorat des européennes pour En Marche était un électorat de droite. Donc ce glissement fait que il y a une mutation de l'électorat et donc de ce fait, la candidature En Marche à Paris patine parce que il est plus identifié à droite qu'à gauche. Et c'est d'ailleurs pour ça que Cédric Villani, qui capitalise sur cette frange gauche d'En Marche, arrive à surnager peut-être voire même mieux que Benjamin Griveaux parce que il a un électorat justement de centre-gauche qu'il peut continuer à capter. Donc première, à mon avis, explication indépendante de Benjamin Griveaux. Deuxième explication, et pour le coup je ne fais que répéter ce que dit la presse et ce que je crois voient les Parisiens, c'est que la candidature de Benjamin Griveaux ne prend pas. Elle patine et je veux me méfier de tout jugement définitif. Mais enfin, il est clairement dans la position du perdant. Il y a un problème de personne, quoi. Il y a un problème de personne, ça n'accroche pas. Il n'a pas trouvé les bons tempos politiques, la bonne manière de s'adresser aux Parisiens. Et il a une personnalité qui est connue de longue date au demeurant, qui n'est pas attachante. Donc il y a un moment où c'est compliqué de faire la politique quand vous n'avez pas de relationnel humain. Et là, cet passage dans le meeting, il est terrible en réalité, parce que ça montre le désespoir d'une équipe de campagne qui s'en remet aux plus grosses ficelles de la politique. Parce que le moment de mea culpa pour dire « je sais ce que je suis, mais vous pouvez me faire confiance », c'est éculé, c'est vieux comme le monde. C'est très vieux monde. Vous pouvez prendre de Bill Clinton dans l'affaire Lewinsky jusqu'à Emmanuel Macron sur le porte-avions pour dire le 2e acte du quinquennat, ce sont toujours des paroles déçues par les faits. Donc, et tout le monde le sait. Donc c'est un élément de communication qui montre à mon avis plus une chose, c'est qu'il n'y a pas de recul critique chez Benjamin Griveaux. Il y a eu un appétit de gagner des élections désespéré. Et qu'il y a une panique, peut-être. Exact. Et je pense que son équipe est dans une véritable panique. Et ils ont raison. Et peut-être parce qu'on voit qu'il y a potentiellement une hémorragie qui va se créer. Nicolas Tenzer, Cédric Villani va a priori être exclu de La République En Marche. Et du coup, l'un de ses soutiens claque la porte du parti. C'est Paula Forteza, députée élue sous l'étiquette La République En Marche, qui elle aussi annonce qu'elle va quitter le mouvement. La République En Marche pourrait connaître une hémorragie il y a déjà cette hémorragie, enfin limitée quand même. Enfin, elle a déjà eu lieu. Mais elle a déjà eu lieu parce qu'il y a quand même déjà eu un certain nombre quand même de parlementaires qui ont quitté, le groupe La République En Marche ou qui ont été exclus, disons qu'ils sont quittés d'eux-mêmes, ont été exclus pour des tas de raisons. Donc c'est quelque chose qui peut exister. Certains, effectivement, les gens ne le cachent pas, se sentent un peu mal à l'aise dans le groupe. Ils trouvent qu'il n'y a pas assez de débat au sein du parti, au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une réalité. Donc il y a un problème de fonctionnement, de dynamique du groupe, de dynamique du parti. Et puis là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a un vrai problème d'identification. Cédric Villani finit par être assez identifiable, aussi bien sur ses thématiques, sa personnalité, qui peut être dérangeante. On voit très bien où il est, on voit ce qu'il veut. On le distingue peut-être un peu mal, quand même, malgré tout, d'Anne Hidalgo. Après tout, il avait quand même présidé son comité de soutien lors des élections précédentes, voire des écologistes, mais on voit où il est. Benjamin Griveaux, on ne voit pas très bien. On ne sait pas. On voit qu'il a effectivement un certain nombre de candidats dans les différents arrondissements qui sont des candidats plutôt marqués à droite. Effectivement, il faut le souligner. Mais on ne sent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que finalement, ceux qu'on peut identifier, enfin celles et ceux qu'on peut identifier, c'est-à-dire concrètement Rachida Dati à droite et Anne Hidalgo, évidemment. Enfin, on voit très bien. On voit aussi effectivement les écologistes. On perçoit un peu pour eux, ils ne sont pas très connus, ou la France Insoumise. Mais on voit de qui il s'agit.
Paris. Là, Benjamin Griveaux, il est en quelque sorte nulle part. Sinon, par son adhésion, évidemment, à La République En Marche et sa fidélité absolument incontestable au président de la République. Paris fait de la résistance au Nouveau Monde, finalement. Deuxième thème de ce match spécial municipal, messieurs, c'est ce chiffre que fait circuler la majorité présidentielle et analysé dans le JDD le week-end dernier. J'entends déjà des ricanements, vous allez réagir. 137. Selon les projections de La République En Marche, le RN, le Rassemblement National, pourrait remporter 137 villes de plus de 10 000 habitants, essentiellement dans le nord et dans le sud-est de la France. Du coup, on est allé demander à la sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi Sassone, ce qu'elle en pensait. Elle est en salle des conférences avec Steve Jourdain. Oui, Madame Estrosi Sassone, La République En Marche estime que l'extrême droite est susceptible de remporter 137 villes aux prochaines municipales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que La République En Marche fait preuve d'un très grand amateurisme. On le voit depuis que la campagne des municipales a été lancée. Et cette annonce de 137 villes qui pourraient passer entre les mains du Front National me semble en tout cas, pour certaines villes que je connais plus particulièrement dans le département des Alpes-Maritimes, pour le moins ridicule, voire grotesque. Vous pensez à Cannes et à Antibes, c'est ça ? Alors je pense à Cannes et Antibes. Ce sont des villes dans lesquelles il n'y a aucun danger du Front National, dans lesquels les deux maires sortants sont des maires profondément ancrés dans leur territoire, des maires qui ont très bien travaillé, et ce sont même des maires qui devraient être réélus au premier tour. Alors c'est un coup de com' de La République En Marche, une manière aussi de siphonner les voix de droite, de faire tout de suite barrage contre l'extrême droite, selon vous ? C'est effectivement, je pense que La République En Marche perd un petit peu son sang-froid. C'est surtout une façon de vouloir masquer des résultats qui s'annoncent pour le moins décevants, voire particulièrement mauvais pour La République En Marche. Et en utilisant ce genre de méthode, en mettant en avant de nouveau le risque Front National, c'est simplement montrer aussi qu'entre Emmanuel Macron et le Front National, il n'y a rien d'autre et qu'il faut faire barrage au Front National. C'est pour faire véritablement continuer à faire monter le Rassemblement National qui est finalement la meilleure assurance vie politique pour monsieur Emmanuel Macron. Alors en quelques mots, qu'est-ce que vous dites aux candidats à La République En Marche ? Rejoignez-nous, faisons bloc ensemble contre le Rassemblement National ? Ah non, pas du tout. Moi je dis faisons campagne sur nos idées, sur nos valeurs, montrons notre ancrage territorial, montrons que les maires sortants, les républicains ont particulièrement bien travaillé au cours des mandats précédents et que les électeurs ne s'y tromperont pas. Merci beaucoup Madame Estrosi Sassone d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous Rebecca. Merci Steve. Florent Badiou, elle fait la bonne analyse, la sénatrice Estrosi Sassone. Indéniablement, parce que sur deux points. Le premier, c'est que le président de la République et En Marche ont installé un adversaire qui est Marine Le Pen. Mais depuis le début. Et au demeurant, ils parlent déjà de la présidentielle. Et ils sont déjà en train de dire que si la majorité n'est pas soudée derrière le président de la République, c'est Marine Le Pen qui peut gagner. Parce qu'il fut un temps où c'était un épouvantail, aujourd'hui c'est devenu une hypothèse. C'est ça le danger. Et ce passage d'épouvantail à hypothèse, il s'est produit sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc je crois qu'il faut arrêter de jouer les apprentis sorciers là-dessus. Il a installé un duel, c'est son seul interlocuteur, il chasse sur ses terres. Qu'on se souvienne par exemple de l'interview de Valeurs Actuelles, qu'on regarde par exemple la manière dont le maintien de l'ordre est géré en France par le président de la République, tout ça sont des termes qui ne sont pas régaliens, qui sont extrémistes dans leur expression. Donc elle a raison sur cet aspect-là. Elle a raison sur un deuxième point, c'est que En Marche au niveau local n'existe pas. Ça n'existe que par la capacité de relabelliser des équipes existantes, souvent de centre droit, et qui, au demeurant, après le premier tour, à mon sens, il faudra voir, mais là encore je me méfie de tout jugement définitif, seront dans la semaine du 15 au 22 mars, dans une profonde détresse, parce qu'ils seront obligés de faire des alliances tous azimuts, et y compris avec la droite. J'ajoute un dernier point, qui peut paraître anecdotique, mais qui, moi, m'interroge sur la capacité de la vie politique. En Marche est un parti qui a de l'argent. On sait que ce parti fait des sondages, et n'arrête pas de faire des sondages, qui ne sont pas publiés, et qui sont également sur des villes. Moi, je le dis très solennellement, si ces sondages sont communiqués aux candidats des villes, c'est une malversation sur les comptes de campagne. J'espère que tous les sondages qui sont faits par le En Marche figureront aux comptes de campagne des candidats, parce que la commission des comptes de campagne devrait être saisie dans le cas contraire. Parce que les 137 villes qui ont été sondées,
Ça veut donc dire qu'elles doivent être intégrées à Alors attention, les 137 villes, il y a un mode de calcul qui a été expliqué dans le journal du dimanche à partir des municipales de 2014, des régionales de 2015 et de la dernière présidentielle. Il y a ça, mais c'est aussi, et pour le coup... C'est pas précisé, oui, d'accord. Oui, mais il y a des sondages qui sont réalisés à Périgueux, puisque vous l'aviez évoqué, je suis investi à Périgueux. À Périgueux, il y a eu un sondage commandé par En Marche qui n'a jamais été publié et qui n'apparaîtra sans doute pas au compte de campagne. C'est un problème de vie démocratique. Le parti dominant ne peut pas se permettre de faire ça, surtout pour biaiser les chiffres et pour en faire un argument de marketing. Oui, donc c'est un double problème. Et qui évidemment débouche dans les médias et dans des articles, Nicolas. Oui, en plus avec évidemment des éléments qui sont complètement biaisés. Et là, c'est vrai que... 137 villes, ça paraît... Voilà, ça paraît effectivement, et quand on regarde un tout petit peu dans le détail, il y en a beaucoup, ça a été souligné, effectivement, qui paraissent... peu susceptibles quand même de tomber dans l'escarcelle d'En Marche. Après, il y a des vrais points. Il y a des villes qui sont aujourd'hui en marche. Hein, on le voit notamment, je dirais, avec Fréjus, où on a un député... Rassemblement national, où on a un député le RN a 12 villes qui essaye de reconquérir la ville. Hein, Philippe Michel Colbert. Il y a Fréjus, il y a Hénin-Beaumont, il y a Beaucaire. Voilà, exactement. Donc il y en a. Bon, je pense que effectivement, le chiffre est exagéré. Que deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, et si on n'a pas une stratégie un tout petit peu cohérente, je pense que ça ne sert à rien. Je veux dire, il ne suffit pas uniquement d'effrayer les gens, il faut dire après, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation? Et je pense que là-dessus, malgré tout, l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés maintenant depuis 15 ans sont quand même responsables de cette montée. Troisièmement, là où il y a un vrai risque, et là ça suppose effectivement une réflexion en profondeur, c'est le risque effectivement qui est l'hypothèse que Florent a évoquée tout à l'heure, c'est l'hypothèse effectivement que Marine Le Pen puisse gagner la présidentielle. Ça, je pense que ça, c'est le vrai risque. Vous êtes de plus en plus nombreux à je pense que c'est... Moi, ça fait quelques mois quelques mois que je le souligne. Je pense qu'aujourd'hui, avec le désarroi très profond des Françaises et des Français, c'est quelque chose, malheureusement, qui est fait partie d'une hypothèse. Et le vrai sujet, c'est pour tous les partis démocratiques, hein, que ce soit les REM, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit les Républicains, etc. Donc pas de raz-de-marée RN au municipal, mais en revanche, une installation. Et on peut quand même penser qu'il y aura des votes. En tout cas, il faudra voir effectivement, après, quels seront les votes, comment on pourra les comptabiliser, y compris pour les communes de moins de 9000 habitants, ce qui pose deux types de problèmes avec la circulaire de M. Castaner. Elle n'est pas si ambitieuse que ça, Marine Le Pen. Elle dit ce que nous voulons démontrer, c'est que nous continuons notre implantation locale, que nous sommes en dynamique. Voilà ce qu'elle a déclaré il y a quelques jours sur RTL. Elle ne vise pas 137 villes. Bien sûr, mais la réalité de cette dynamique du vote RN, cette banalisation du vote RN, je pense que ça, c'est une réalité. Et je pense que derrière, on ne peut pas se satisfaire de l'idée uniquement d'un duel préétabli. Enfin, c'est un autre débat, mais je pense que c'est ça aussi qui est extrêmement dangereux. Après, il y a pour les municipales quelque chose de très important qui devra se dessiner, c'est effectivement la question du Front républicain. Personnellement, je suis très favorable depuis toujours au Front républicain. Et ça, chez En Marche, on le dit très clairement. Hein, et là, voilà, et ça, on le dit, mais il faudra aussi, je pense que LR, parce qu'il y a quand même là-dessus, quand même du côté LR, beaucoup d'ambiguïté, qu'il y ait quand même des positions claires et que les partis de gauche, et notamment d'extrême gauche, ne fassent pas non plus un jeu extrêmement dangereux. Un dernier mot et après on va écouter Didier Guillaume. D'abord, Marine Le Pen, elle a raison de ne pas être triomphaliste parce que c'est comme ça qu'elle sera encore plus triomphaliste le soir des municipales. Elle va beaucoup progresser. Sur le Front républicain, je suis content que Nicolas Tenzer le pose. Moi, je vais peut-être vous choquer, mais je suis très opposé au Front républicain. C'est une manière de biaiser la volonté générale des électeurs. Les électeurs se prononcent en faveur d'un parti politique que l'on aborde. Là-dessus, je ne peux pas être suspect de complaisance. Mais je pense que le Front républicain contribue à la logique du Front National. C'est-à-dire qu'à force d'assembler des choux et des carottes, vous n'avez pas d'élection, parce que surtout sur une municipale, vous n'aurez pas de majorité municipale stable gauche-droite, ou alors vous aurez des désistements systématiques de la gauche en faveur de la droite. C'est le cas pour le Conseil régional des Hauts-de-France de Xavier Bertrand. Il n'y a pas un seul élu du Conseil régional socialiste, et ils ne veulent pas recommencer ça. Donc je pense que c'est très compliqué. Et au demeurant, je pense que les citoyens ne veulent plus entendre parler du Front républicain. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'hypothèse Marine Le Pen est en train de passer. Donc je pense qu'il faut... On ne peut pas additionner les votes en se disant on va faire barrage au Front National. Faisons de belles campagnes, gagnons sur des valeurs, mais ne commençons pas la politique de gribouille pour essayer de bloquer un adversaire qui, en réalité, est beaucoup plus dangereux parce que, justement, tout le monde s'unit derrière un message qui est factice et qui ne débouche sur rien. Allez, il nous reste 3 minutes pour aborder une autre ville où ça coince encore pour le moment pour la majorité. C'est Biarritz. Vous le savez peut-être, pour le moment, 2 ministres sont candidats, Didier Guillaume, Jean-Baptiste Lemoyne. Mais ça ne peut pas durer, nous dit le ministre de l'Agriculture. Écoutez.
C'est inconcevable et baroque et ça ne se produira pas, évidemment, Jean-Jacques Bourdin. Et pourquoi ? Parce que c'est pas possible. Parce que vous allez démissionner ? C'est pas possible que deux membres du gouvernement soient... Ça ne se produira pas. Attendez, pourquoi ? deux membres du gouvernement soient présents l'un contre l'autre. C'est inconcevable et baroque, Nicolas Tenzer? Oui, évidemment, ça paraît tout à fait difficile, parce qu'à un certain moment, d'ailleurs, c'est aussi ce qui s'est passé à Paris, hein, d'une certaine manière, on a dit finalement, on laisse les deux, on les laisse tous les deux LREM, alors il y a un officiel, un officieux, mais enfin bon. Et là, effectivement, à Biarritz, le cas se pose aussi, on n'imagine pas effectivement deux ministres candidats l'un contre l'autre. Alors la diversité, le pluralisme au sein d'un parti, c'est une très belle chose, le débat aussi, mais lorsqu'il s'agit d'élections, évidemment, ça paraît complètement Mais est-ce que c'est pas justement symptomatique de ce parti qui est allé piocher à droite et à gauche? Et là, on revient effectivement à ce que j'évoquais tout au début, c'est-à-dire qu'il y a un problème très sérieux d'identité. Il y a un problème d'organisation, il y a un problème de ligne directrice, il y a un problème de leader. Et je pense que ça se retrouve aussi bien au sein du parti et à la tête du parti, LREM, que cela se trouve aussi au niveau, évidemment, local, où on n'a pas réussi à forger des candidats qui soient incontestables et qui portent c'est un parti jeune, c'est ce que dit Stanislas oui, mais enfin, ça fait quand même 2 ans et demi, c'est une machine, effectivement, énorme, c'est une machine qui a beaucoup d'argent. Oui, mais quand même, je veux dire, c'est quand même un parti qui a beaucoup d'argent, c'est un parti qui a quand même une capacité, quand même avec comme une très grande majorité, je dirais quasi absolue, je dirais au Parlement, je dirais, enfin quasi absolue. À l'Assemblée nationale. Voilà, exactement, à l'Assemblée nationale. Et ça, je pense que quand même, ça permettait d'organiser les choses un peu mieux en amont. Mais ça supposait, un dernier mot, qu'on accepte aussi qu'il y ait un certain nombre de têtes qui dépassent, qu'il y ait des gens avec une forte personnalité que l'on envoie également candidater aux élections municipales. Il nous reste 1 minute. Mais elles existent, ces têtes. La preuve, c'est que vous avez 2 ministres qui défient le président de la République. Parce que, on parle beaucoup de Stanislas Guerini, etc. Vous avez raison. Enfin, le seul aujourd'hui qui patine, c'est Emmanuel Macron. Vous avez 2 ministres. Et il les voit tous les mercredis au minimum. Et il est incapable d'éviter la chienlit qui est en train de s'organiser à Biarritz. C'est-à-dire, il a quand même une arme massive, c'est qu'il peut au moins en démissionner un des deux. Je rappelle que ça s'est passé avec Mounir Majoubi. Mounir Majoubi a été contraint à la démission. L'effet Macron s'est essoufflé. Ça n'existe plus. Il ne tient pas ses troupes. Ça n'a pas marché avec Cédric Villani non plus, qu'il a convoqué dimanche. Et au demeurant, avec un amateurisme de la part du président de la République qui met en scène sa propre faiblesse. Donc le président de la République ne tient pas les seuls ténors qu'il avait, ou qu'il a contribué à créer, ou qu'il a laissé se créer. Je pense que le vrai sujet est là. Emmanuel Macron est-il aujourd'hui toujours le pilote à En Marche? Je ne le crois pas, parce que En Marche n'a jamais été piloté au-delà du souffle de communication qui a eu lieu après 2017. Très bonne question de débat que nous organiserons peut-être sur ce plateau et on vous invitera. Florent Vadio, merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées spéciales municipales qui se répétera donc toutes les semaines. La suite d'ALPL, c'est le grand débat. On va revenir sur ce texte si sensible qui occupe les sénateurs depuis plus d'1 semaine, c'est la révision des lois bioéthiques. La semaine dernière, on vous parlait ici même sur ce plateau de cette tribune qui évoquait le risque d'aller vers une humanité génétiquement modifiée. Des scientifiques y ont répondu et en clair, ils disent stop aux propos alarmistes. Pas d'humanité génétiquement modifiée, pas d'eugénisme, juste un progrès de la recherche. Le chiffon rouge a-t-il été agité un peu vite? Eh bien, on va ouvrir à nouveau le débat avec nos invités sur ce plateau. D'abord, retour sur le contenu du texte, c'est utile, avec Audrey Vuettaz. Les sénateurs évoluent en ce moment sur une ligne de crête. D'un côté, il y a les avancées de la science en matière de recherche sur les embryons. De l'autre, ce qui est acceptable en France. En commission, ils ont posé un garde-fou. Pas de franchissement de la barrière des espèces. Hors de question donc d'implanter des cellules animales dans un embryon humain. Contre l'avis du gouvernement, ils s'opposent aussi à mettre des cellules embryonnaires humaines dans un embryon animal, c'est-à-dire de mélanger 2 espèces avec des cellules d'origine différentes, parce que la commission spéciale n'a pas souhaité aller au-delà de ce qui est possible aujourd'hui. Ils autorisent néanmoins l'implantation dans des embryons animaux de cellules souches dites pluripotentes induites, en clair, des cellules que l'on sait réinitialiser et qui peuvent former n'importe quelle partie d'un organe. Pour permettre des greffes d'un certain nombre d'organes et avancer sur la recherche sur ce qu'on appelle la fin de l'orthopédie froide. Par exemple, pouvoir, à partir de cellules, soigner un genou, une hanche ou des yeux.
Une pratique qui existe déjà du fait d'un vide juridique. Les sénateurs veulent l'inscrire dans la loi et l'encadrer, en limitant par exemple le nombre maximal de cellules implantées. On peut tout interdire, mais à ce moment-là, il y a un risque que demain, à condition d'avoir de l'argent et des moyens, on aille se faire soigner aux États-Unis, parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres pays qui font preuve de moins d'éthique que nous. C'est regrettable, mais qui avancent en termes de recherche. Donc la question, c'est d'encadrer, d'humaniser, mais de ne pas non plus, à mon sens, avoir peur de l'avenir. Il s'agit de trouver un juste milieu et cela va continuer une bonne partie de la semaine. Les sénateurs aborderont les questions posées par le développement de l'intelligence artificielle. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL, Dominique Stoppa-Lyonnais, bienvenue. Vous êtes professeur de génétique à l'Université de Paris, chef du service de génétique de l'Institut Curie et membre du Comité consultatif national d'éthique entre 2005 et 2013. Frédéric Worms, bienvenue. Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure, membre du Comité consultatif national d'éthique et auteur de ce livre pour un humanisme vital, l'être sur la vie, la mort et le moment présent. Christian Cotet, bienvenue, directeur général de l'AFM Téléthon, association française contre les myopathies. Catherine Bourguin, bienvenue à vous également, chercheuse en génétique humaine et sociologie des sciences, directrice du Centre de recherche médecine, sciences, santé et santé mentale. Merci à tous les quatre d'être ici. Je vous donne la parole dans un instant. On va d'abord aller voir Alice Bardot dans l'hémicycle du Sénat pour suivre ce qui se passe en ce moment sur ce texte. Alice, où en est-on ? Alors Rebecca, et si le mythe du centaure devenait réalité? Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite en effet donner plus de liberté aux chercheurs en leur permettant de créer ce qu'on appelle des embryons chimériques, et ce en injectant des cellules d'origine humaine dans un embryon animal. Alors objectif ultime, permettre la création d'organes pour combler la pénurie qui touche les personnes en attente d'une transplantation. La commission spéciale du Sénat y est également favorable sous condition. On écoute son rapporteur Olivier Henno. Et donc il ne s'agit pas de verser dans la science-fiction, mais plutôt de s'interroger sur la raison pour laquelle les chercheurs souhaitent s'engager dans des expérimentations de ce type. Nos chercheurs, et dans les auditions, moi j'étais très marqué par ça, ne sont pas des apprentis sorciers. Ils ont aussi une conscience humaine très forte. Ce serait leur faire un bien mauvais procès. Ils font d'abord cette recherche pour améliorer la santé humaine. Alors une fois n'est pas coutume, cette mesure a réuni les communistes et les républicains contre elle. Ils ont une crainte, que les progrès de la science et de la technologie nous dépassent. On écoute Roger Carotti, sénateur LR. Nous ne sommes pas Dieu. Et je commence à m'inquiéter de ce côté. Les scientifiques et les chercheurs veulent. Mais non, ne mettez pas tout simplement, de manière globale, l'espèce humaine dans une situation dangereuse, pas vous d'aujourd'hui, mais qui nous dit que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, certains chercheurs, certains scientifiques n'outrepasseront pas tout ce que l'on a dit en se disant « la loi nous le permet ». Autre argument, la création d'embryons chimériques pourrait créer des maladies qui se transmettent naturellement entre les hommes et les animaux, de quoi faire froid dans le dos à l'heure du coronavirus dont la chauve-souris est à l'origine. Un argument peut-être payant puisque communistes et LR ont gain de cause. Alice, Dominique Stoppa-Lyonnais, on voit que c'est un texte qui suscite beaucoup d'inquiétudes. On avait une tribune il y a quelques jours signée notamment par José Bové qui disait « Attention à cette humanité génétiquement modifiée ». On a une contre-tribune d'autres scientifiques qui disent l'inverse et qui disent « Arrêtons d'agiter le spectre de l'émergence d'une humanité génétiquement modifiée et d'un eugénisme d'État ». Vous êtes de quel côté ? Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a 2 grands volets que vous abordez. La modification finalement du génome humain, qui est qui est vraiment une préoccupation, je dirais, majeure. Et il s'agit de s'interdire, je pense, d'améliorer, d'aller vers l'amélioration d'espèces. Mais je dirais que la recherche autour de l'embryon est nécessaire. Il y a juste une chose qui me chagrine. On est passé, en 1994 et 2004, on était dans un régime de recherche
interdites, mais avec des exceptions. Puis ensuite, on a été dans un régime d'autorisation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, ce qui est pas, voilà. Et puis maintenant, on est dans un régime, je dirais, de déclaration. Pourquoi pas? Mais j'ai quand même un petit attachement, un caractère assez symbolique de la puissance de la loi qui encadre. Mais en même temps, il faut avancer aussi. Il faut avancer. Donc vous êtes partagé, vous. Je suis partagée. Quand même, voilà, je suis partagée et je crois que l'encadrement est tout à fait indispensable et qu'une recherche fondée sur la déclaration seule est peut-être plus préoccupante. Qui n'est pas pour un encadrement ici sur ce plateau? Christian Cotet, vous êtes aussi, j'imagine, pour un encadrement? Bien évidemment, je représente ici une association de malades qui a pour vocation de guérir les malades, qui est d'ailleurs très investie dans ses recherches depuis les cartes du génome jusqu'à la mise au point de thérapeutiques innovantes dans le domaine de la thérapie génique ou dans le domaine des thérapies cellulaires. Alors je voudrais juste corriger quelque chose. Oui. À l'heure actuelle, dans les débats, la loi ne prévoit pas un régime de simple déclaration pour les recherches sur l'embryon. Elle prévoit un régime de simple déclaration sur les recherches sur les cellules souches embryonnaires, oui. Mais les recherches sur l'embryon restent soumises, dans l'état actuel du projet de loi, à un régime d'autorisation. D'accord, mais ce texte vous satisfait? Pour vous, il va suffisamment loin, pas assez loin, trop loin? Alors ce texte nous satisfait sur un certain nombre de points, mais il a des manques, et il y en a un que je voudrais partager ici avec vous, c'est la possibilité d'utiliser les outils de la génétique pour faire du dépistage néonatal. Aujourd'hui, un certain nombre de maladies rares, gravissimes, accèdent à des progrès thérapeutiques énormes. C'est-à-dire qu'on est capable, par des interventions médicales, je parle de thérapie génique ou je parle de pharmacogénétique, de changer le destin d'enfants atteints d'une maladie génétique sévère. Or, ce sont parfois des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traceur biochimique simple permettant de les dépister à la naissance. Et la seule façon de les dépister à la naissance est d'aller rechercher la mutation qui est la cause de la maladie. Et pourquoi il faut faire ça? Juste pour en terminer en quelques secondes, c'est parce que les thérapeutiques dont nous disposons aujourd'hui sont bien plus efficaces, c'est de la médecine préventive, quand elles sont appliquées très tôt, avant l'apparition des symptômes, pour empêcher le développement de la maladie. Et je pourrais donner tout à l'heure quelques exemples de maladies qui rentrent dans cette catégorie. Catherine Bourguin, quand vous entendez tout cela et tout ce qui se passe dans l'hémicycle, vous craignez qu'on soit en train de jouer aux apprentis sorciers? Alors, je n'utiliserai pas ce terme-là, mais je pense que les questions qu'on évalue aujourd'hui sont importantes parce qu'en autorisant certaines recherches, on rend possible le développement de technologies, on rend possible des dérives. Des solutions qui pourront être jugées valides dans quelques années parce qu'elles auront été développées et qu'elles seront là. Donc la question de l'encadrement est fondamentale et la question des détails de l'encadrement est fondamentale. Parce que là, par exemple... Parce que là, tout le monde est d'accord, a priori, avec l'encadrement. Mais vous avez raison, c'est plutôt dans le détail que ça voilà, peut parce jouer. que par exemple, s'il est vrai que pour les cellules souches embryonnaires et les cellules pluripotentes, c'est un régime de déclaration, le problème, c'est qu'on est aussi en train d'autoriser la possibilité de produire des gamètes, donc c'est-à-dire des cellules à l'origine d'embryons, sans avoir d'autorisation à proprement parler. Or, c'est un enjeu majeur, parce que si on est capable de faire des gamètes, on est capable de faire des embryons en dehors de la reproduction, en dehors des cadres de la fécondation in vitro. Donc on voit bien qu'il y a plein de petits détails comme ça qui sont très importants et que les régimes d'encadrement sont importants. Par ailleurs, de façon fondamentale, la question de la recherche elle-même sur l'embryon, moi je pense, continue à devoir se poser de façon régulière. Parce que, encore une fois, certes, on peut dire aujourd'hui on autorise la recherche, mais on n'autorise pas la production d'embryons qui vont être réimplantés. Mais encore une fois, quand les savoirs auront progressé, quand la technologie sera là, cette interdiction aujourd'hui, qui semble, en France en tout cas, non négociable, eh bien, elle risque d'être fragilisée et c'est un enjeu majeur. Donc il faut des garde-fous dans le détail. Frédéric Worms. Oui, moi je pense que non seulement l'encadrement est important, mais que plus on a des sujets difficiles qui apparaissent, plus les interdits fondamentaux sont non pas fragilisés, mais renforcés. Et je pense qu'il faut en effet maintenir un certain nombre d'interdits fondamentaux. Par exemple, sur les embryons chimériques, il faut aussi rappeler lesquels sont autorisés, lesquels sont tout à fait interdits, en particulier d'implanter des cellules animales dans des embryons humains. Donc il s'agit, par exemple, l'expression humanité génétiquement modifiée sur ce cas précis. Après, il y a des questions sur la transformation du génome humain. Et là aussi, il va y avoir des interdits fondamentaux. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ce qui pourrait être autorisé,
Mais je pense qu'il faudrait rappeler non seulement ce qui reste interdit, mais comment ces interdits sont de plus en plus importants, en effet. Et je crois vraiment que c'est ça qui est fondamental. On devrait à chaque fois regarder, au fond, comment se construit peu à peu la bioéthique en France, qui trace des lignes rouges qui, en fait, et je suis tout à fait d'accord, peuvent à chaque fois être remises en question sous la pression des uns et des autres, mais qui, en fait, sont à chaque fois renforcées. Qu'on pense à la gratuité du don, à la non-marchandisation. En réalité, bien sûr que quand les gamètes, quand on aura des pénuries, on a toujours une tentation de commercialiser. En France, jusqu'ici, et je crois qu'il faut le garder, ça n'a jamais été fait. Et là, c'est effectivement la même chose, il y aura toujours des tentations de faire ceci ou cela, et je crois que ça doit renforcer les lignes rouges absolues. Et je crois vraiment que ces lignes rouges ne sont pas fragilisées, qu'on est justement dans la question de ce qui peut être non seulement encadré, mais ce qui ne peut être autorisé qu'en maintenant les lignes rouges radicales. Et c'est bien la question, ce projet de loi repousse-t-il un peu trop les limites de la recherche et de la science? Faut-il absolument revoir les limites actuelles? On a posé la question au sénateur LR Dominique de Legge, qui est en salle des conférences avec Steve Jourdain. Oui, Dominique de Legge, on attaque donc les articles consacrés à la génétique et à la recherche sur l'embryon. En pareil cas, est-ce qu'il y a encore des divisions droite-gauche dans l'hémicycle? Je ne pense pas que ce soit un problème de droite-gauche. C'est un problème de principe, de précaution. Et puis derrière, c'est une autre question qui se profile. Est-ce que tout ce qui est possible est souhaitable? Et chacun mesure bien dans cette affaire que nous sommes en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Oui, alors on va assouplir la réglementation en matière d'édition du génome. Ça vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est qu'au fond, le débat se résumerait uniquement à un débat entre scientifiques. Et moi, je peux comprendre, bien évidemment, le souhait des scientifiques d'aller toujours plus loin, de découvrir toujours de plus en plus. Mais demain, est-ce que ce n'est pas le meilleur des mondes, ce que nous sommes en train de faire? L'important, c'est que le politique aussi se prononce, parce que ce n'est pas qu'une question technique. Et on voudrait résumer la question uniquement à un problème technique. C'est un choix de société. Est-ce que nous voulons demain des individus parfaits? Est-ce que nous voulons rentrer dans l'eugénisme? J'ai le sentiment qu'avec les articles 14 et 17, nous mettons le doigt dans l'engrenage. Et c'est la raison pour laquelle j'invoque le principe de précaution. Mais les scientifiques réclament un assouplissement de la réglementation. Ça peut permettre notamment de faire des progrès en matière de connaissances sur l'embryon. C'est bien, c'est quelque chose de bien. Est-ce que les parlementaires sont là pour satisfaire les ambitions des scientifiques? Auquel cas, il faut supprimer le Parlement. Nous sommes des politiques. Mais ça peut permettre de mieux soigner des gens. Nous sommes là pour définir un projet de société. Eh bien, je dis aux scientifiques, faites attention, vous êtes en train de créer le meilleur des mondes, et ce sont les mêmes scientifiques qui invoquent le principe de précaution, qui nous expliquent qu'il ne faut surtout pas recourir aux OGM pour les plantes et pour les animaux, mais qui semblent prêts aujourd'hui, avec ces articles, à ouvrir la porte vers ce genre de manipulation génétique. Nous nous y opposons. Le gouvernement veut aussi soumettre la recherche sur les cellules souches à une simple déclaration et mettre fin donc au régime d'autorisation. Vous en pensez quoi? J'en pense tout simplement qu'à partir du moment où c'est une déclaration, il n'y a même plus de supervision et donc toutes les recherches sont possibles. Pourquoi déclarer? Puisque par définition, la déclaration ne modifiera en rien le projet de recherche et sur son utilité et sur les mécanismes auxquels il fera appel. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Rebecca. Le message est très clair. Merci beaucoup, Steve. Dominique Stoppa-Lyonnais, vous êtes une scientifique sur ce plateau. Tout ne doit pas être entre les mains des scientifiques, nous dit le sénateur. Je crois que c'est un peu caricature, tous les scientifiques. D'abord, comment dire, scientifiques, c'est un grand monde, sont d'abord des citoyens et je pense que la plupart des scientifiques ont une conscience et sont tout à fait mais ils seraient conscients. Peut-être aveuglés par leur ambition. Non, je crois pas du tout. Non, je pense pas. Et peut-être dans ce projet, avec donc les modifications donc introduites par la commission spéciale du Sénat, il y a l'aspect recherche sur les cellules souches, très bien. Puis il y a tout un aspect quand même sur les tests génétiques.
dont on n'a pas encore parlé, et avec notamment l'introduction de tests dans la population générale, à la demande des personnes, bon, pour des maladies quand même qui pourraient avoir un intérêt en termes de prévention. Et puis c'est aussi derrière la problématique des diagnostics qu'on appelle préconceptionnels. C'est rechercher des altérations dans des gènes qui peuvent être associés chez la naissance d'un enfant à une maladie donnée. Et j'étais très étonnée de cet article, je crois c'est Dister, les sénateurs, là, ils y vont très fort, ouvrant largement le champ de ces tests. D'ailleurs, c'était en cohérence avec, je crois, l'article 129 du CCNE, la vie qui est allé très large. Et là, qui a ouvert vraiment les vannes. Et je suis, comment dire, sur ce sujet, alors vraiment, c'est mon quotidien. Je fais des tests génétiques sur les prédispositions au cancer en particulier. Et moi, je prône une attitude, je dirais, prudente, raisonnée. Et je trouve, on va aller vers un élargissement des indications des tests génétiques, probablement. On va aller plus tard en population générale. Mais quand on aura vraiment bien fait le tour de la question. Si vous le voulez bien, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette question abordée par le sénateur, qui est cette opposition d'ailleurs entre responsables politiques et scientifiques. Les scientifiques voudraient toujours aller plus loin et les législateurs seraient là justement pour les freiner. Vous êtes d'accord avec cette idée, Catherine Bourguin? Moi d'abord, je voudrais commencer par dire qu'il n'y a pas les scientifiques. Il y a une diversité de scientifiques et autant les scientifiques qui sont des praticiens de la recherche sur les cellules souches, de la recherche sur l'embryon, souvent les médecins de la reproduction sont très favorables à ces élargissements. Quand on fait des sondages un petit peu comme ça auprès des scientifiques qui travaillent dans d'autres domaines, y compris en génétique plus fondamentale, les avis sont parfois très très divergents. Donc il faut se garder de considérer que tous les scientifiques sont d'accord et que ce sont des demandes qui sont portées par les scientifiques. Il faut toujours situer les personnes dont on parle. Et de mon point de vue, quand on parle de recherche sur l'embryon et sur les cellules souches, c'est évident que la parole des scientifiques n'est pas la seule à porter dans la balance. On parle d'enjeux fondamentaux, on parle de ce qui fait potentiellement notre humanité, le fait d'avoir des embryons, et donc ce qui fait notre singularité. Est-ce que faire des chimères homme-animal, ça concerne que les scientifiques? Évidemment que non, mais je pense que les scientifiques ne disent pas que c'est à eux de décider tout. D'ailleurs, ils s'en remettent au Parlement, il n'y a pas d'opposition. Alors, qu'ils fassent valoir leur point de vue, c'est normal. La question, c'est de savoir qui on entend, quels arguments on prend, et que ça soit aux politiques et même à la population de façon plus large de décider, ça me paraît fondamental sur cette question. Ce que j'avais envie de dire, c'est que manifestement, le sénateur de je ne représente pas la voie du progrès. Il a utilisé le mot magique pour faire peur à tout le monde, qui est le mot eugénisme. Or, dans beaucoup des actions qui sont proposées, dans beaucoup des propositions qui sont faites, il s'agit d'abord et avant tout de se donner les moyens de mieux soigner des personnes atteintes de maladies et parfois de maladies sévères, de maladies graves. Les intentions sont louables. Donc, mais non seulement les intentions sont louables, mais quand je vous parlais tout à l'heure de dépistage néonatal, je vous parle de bébés qui sont nés et sur lesquels on va rechercher une anomalie génétique, parce que si elle est là, ils vont mourir dans les 24 mois. Donc, ça sauve des vies. Il s'agit de sauver des vies. On ne peut pas parler d'eugénisme lorsque la volonté de faire est de se donner les moyens de dépister pour diagnostiquer, pour traiter, pour guérir. Enfin, je veux dire, on est dans un autre monde. Frédéric Borne. Oui, moi je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles, au fond, tout le monde est d'accord. Il y a d'abord quand même l'idée, en effet, que les médecins et les savants ne font pas ça pour le plaisir. Ils vont pas c'est pas des auteurs de science-fiction. C'est pas des savants fous. Pas des savants qui font plaisir. Ils font ça pour des objectifs thérapeutiques et avec des méthodologies précises. Évidemment, ça ne justifie pas tout pour autant, mais c'est quand même très important de le rappeler, parce que ça n'est pas pour gagner de l'argent sur un marché devenu fou, c'est pour répondre à des questions, soulager des maux des humains. Et ça a été dit, et je crois que c'est quand même très important, parce que l'image un peu Frankenstein est quand même toujours derrière. Maintenant, c'est vrai que l'impératif de soigner des vies doit se concilier avec d'autres impératifs aussi, de ne pas mutiler, par exemple, le génome de manière irréversible sans comprendre ce qu'on fait. On touche ici à deux données très importantes et au fond très mystérieuses pour les humains. Il y a la question de la procréation. Dès qu'on prononce cellules souches, embryons, on est dans cet imaginaire et dans cette réalité-là. Et puis avec le génome, on est dans de l'irréversible. En effet, l'humain peut agir sur l'humain. Donc je pense, il est légitime de voir cas par cas
comment l'impératif de soigner doit se concilier avec l'impératif de ne pas détruire ceci ou cela. Donc c'est moins de l'eugénisme ou pas de l'eugénisme que, comme toute la bioéthique française, concilier des interdits. Et parfois, il faudra dire non à la recherche. Et je pense que là aussi, il faut regarder ce qui reste interdit. Je crois que sur, par exemple, les modifications irréversibles du génome avec les techniques de découpage du CRISPR-Cas9, le découpage, là, il y a quand même des règles très précises qui vont être maintenues. Il y a quand même une responsabilité collective, en effet, à avoir vis-à-vis de l'espèce. Et la loi française est un repère dans le monde. Et justement, on va y venir par rapport à ça. Mais je crois qu'il faut vraiment raisonner en termes de compatibilité d'interdits fondamentaux et pas en termes de conception générale du bien et du mal. Oui, la bioéthique, c'est moins des représentations de l'homme que concilier cas par cas des interdits fondamentaux. Et il y en a des deux côtés. Mais sur ce dossier, il faut peut-être effectivement s'interroger sur ce qui se fait ailleurs dans le monde. La question de l'influence extérieure est un argument qui est régulièrement repris par les partisans de l'évolution de la loi, à l'image de Philippe Berta, qui est député MoDem et qui est par ailleurs chercheur généticien. Et il nous dit « Ce qu'il faut faire, c'est juste aligner la France sur les autres pays pour rester dans la course ». Là, il évoquait l'extension de la liste des maladies génétiques dépistées sur les nouveau-nés. Un argument que la ministre Agnès Buzyn a régulièrement rejeté. Je voudrais qu'on l'écoute. Nous pensons que nous irions beaucoup trop loin dans la capacité à permettre à chaque citoyen d'avoir sa signature génétique et ce que cela entraînerait des dérives comportementales potentielles dans notre société. Nous ne le souhaitons pas et l'argument de « ça se fait ailleurs » ne peut en aucun cas être un argument dans cette loi que nous examinons aujourd'hui. Tout le monde est d'accord avec ça? Ce qui se fait ailleurs, ce n'est pas un argument. C'est entièrement raison. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un grand malentendu. Là, on parle en effet de détermination des caractéristiques génétiques. Et Madame Agnès Buzyn est fondamentalement opposée à l'idée que l'on puisse utiliser la génétique pour dépister à la naissance une maladie. Or, sur des arguments qui sont complètement décalés par rapport à la réalité de ce qui est proposé. Dépister une maladie à la naissance par un outil génétique consiste à rechercher une mutation particulière qui va être le signal d'une maladie qui va se déclencher dans les mois à venir. Je voulais qu'on aborde cette question de ce qui se fait à l'étranger. Et donc, juste pour terminer par rapport à ce qu'elle dit, quand elle parle de la signature génétique, quand elle parle de découvertes qu'on ne saurait pas interpréter, il n'en est pas question, puisqu'on va juste rechercher une mutation très ciblée qui va être l'indicateur de la maladie. Dominique Stoppa-Lyonnet, c'est évident, ça se passe. Ce qui se fait ailleurs n'est pas un argument? Non, c'est sûrement pas un argument. Et d'ailleurs, on voit en particulier, je pense à ce qui se passe aux États-Unis, voire dans d'autres pays, avec des sociétés commerciales qui font des diagnostics, qui sous prétexte de tests génétiques en santé pour mieux se prendre en charge, font en fait maintenant, grâce aux capacités formidables qu'on a d'analyse des gènes, ils font en fait des tests génétiques médicaux. Et il y a ils sont d'une très grande ambivalence entre un test qui se veut pas récréatif, mais pour mieux gérer votre santé, et qui sont de fait des tests médicaux et qui sont bien souvent faux. Et donc, je pense que c'est extrêmement important que la France mène sa réflexion avec le souci permanent de l'intérêt des citoyens. Et donc, c'est ça qui doit nous guider. Maintenant, je pense que peut-être Agnès Buzyn, la ministre, a on sent bien qu'elle a une très grande réticence sur les tests génétiques. J'ai dit à l'instant que, moi, de mon côté, les tests génétiques en population, aujourd'hui en population générale, je pense qu'il faut être très prudent. Mais très prudent parce que le risque est de se tromper dans les estimations de risque, de se tromper dans les... Voilà, c'est ça la problématique. Je voudrais qu'on s'interroge sur ce modèle bioéthique français. Il existe, il est réel, il faut le préserver, Frédéric Worms? Oui, moi je le pense sincèrement. Ce que je pense, c'est que les comparaisons à l'étranger doivent servir avant tout à déterminer justement des risques. Il y a d'abord des pays entièrement non démocratiques. Lesquels? Par exemple, en Chine, non seulement la peine de mort est autorisée, mais on prélève les organes et parfois même les exécutions ont lieu dans les sous-sols des hôpitaux pour que les organes passent dans les
trafics internationaux le plus vite possible. Donc, on va évidemment pas s'inspirer de ça. Ça, c'est l'extrême. Dans certains pays du tiers-monde, surtout, malheureusement, la procréation assistée est effectivement assimilable à de la traite. On a des pays comparables, démocratiques comme le nôtre, qui vont quand même plus loin. Après, on entre dans les pays démocratiques. Là, la comparaison devient plus précise, plus fine. Mais effectivement, le risque d'une marchandisation dans certains pays pour qui c'est le droit du marché qui règle un peu les limites, sont inacceptables pour nous. Et le point important, je pense, c'est que en fait, la loi de bioéthique française, certains critiquent le fait qu'elle soit révisable. En fait, il y a une très grande construction progressive de la loi française. La loi française, c'est pas juste parce que la France a des grands principes, c'est aussi parce qu'elle a construit progressivement un corpus de notions, de catégories qui restent... On avait préparé un tableau d'ailleurs, 1994, 2004, 2011, 2013. Ça a été vraiment étape par étape. Et je crois que c'est très très important. Par exemple, il y a des pays comme aux États-Unis où il y a des grands principes de bioéthique. En France, il y a des catégories dans la loi. La non-marchandisation du corps humain, un certain nombre d'interdits fondamentaux. Et ça, ils sont maintenus. Bien sûr, ils sont précisés. Quand on a la greffe d'organes, par exemple, ça sauve des vies. Il faut adapter la question du don. Qu'est-ce que c'est que le don d'un donneur décédé? Qu'est-ce que c'est que le don présumé? C'est aussi au cœur de la loi. Je sais que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a des questions qui font bouger l'application des catégories, mais elles ne bougent pas sur le principe. Et la loi française a son histoire, il faut la continuer de façon... Quitte à prendre du retard dans la recherche, par exemple. Oui, mais justement, c'est important. C'est pas parce qu'on encadre la recherche qu'on ralentit la recherche. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire de la recherche. Et si on ne fait pas de la recherche sur les embryons chimériques, on fera peut-être de la recherche en développement d'autres formes d'organoïdes ou d'autres formes de traitement ou de prise en charge d'ailleurs des patients. Et donc, si l'investissement financier dans la recherche continue, c'est pas parce qu'on décide d'orienter par la loi le type de recherche qu'on va produire qu'on va faire moins d'amélioration de la santé. Et donc, c'est une question fondamentale qui se pose. Quel est l'équilibre entre le moment où on discute dans l'encadrement et puis quels moyens on met en face? Et est-ce qu'il y a une pression de l'étranger? Est-ce qu'il y a une pression, notamment anglo-saxonne, qui pourrait pousser des pays même comme le nôtre, avec un modèle bien installé et plutôt précis et régulier, à aller plus loin? Moi, je crois que la responsabilité de la France, c'est effectivement pas d'une course où il faut être en avance, en retard. De résister à ça. C'est de construire un nouveau modèle de la recherche éthique. De ne pas dire la recherche n'est pas éthique, mais de dire il y a des principes et la recherche reste néanmoins possible dans le cadre de Mais il y a une pression. Il y a une pression internationale. Évidemment, il y a une pression commerciale. Évidemment qu'il y a une pression. Dire, parce que Dominique l'a dit, quand les sociétés de tests américaines marchandisent, vendent sur Internet et permettent, parce que c'est pas suffisamment réprimé l'interdiction en France, aux citoyens français d'accéder à ces tests, ça fait concurrence. Voilà, il y a une pression. Voilà. Oui, mais il y a aussi une confiance en France envers les savants. Il faut la maintenir à tout prix et envers les politiques. Et la question de la confiance publique est plus importante que le chiffre d'affaires. Oui, mais on voit apparaître tous les généticiens qui font comme ça les tests, voient commencer à voir arriver dans leurs consultations des personnes qui ont fait pour voir, par curiosité, un test génétique. Et puis, on leur annonce une catastrophe. On a eu là récemment un jeune homme. Il nous reste moins d'1 minute, une trentaine de secondes. Bref, une catastrophe. Et donc, ça a un impact à la fois sur notre système de santé, enfin sur nos tests, parce qu'on le voit vite, on refait le test, enfin voilà, souvent on le rassure. Donc, et en même temps, je trouve que ça discrédite la génétique médicale. Parce que, enfin, voilà. Donc, Christian Cotet, pour conclure. Simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la génétique médicale, qui est source de progrès, évidemment, de progrès thérapeutiques, d'amélioration de la santé des personnes, elle doit être accompagnée. C'est-à-dire que l'annonce de diagnostic, l'annonce d'une découverte doit être faite dans une consultation pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait un psychologue qui soit là pour accompagner, aider les familles. Il faut expliquer. Et donc, on est tout à fait à l'opposition de ce qu'on évoque là, c'est-à-dire l'accès à un diagnostic commercial qu'on va avoir par Internet en renvoyant un extrait de salive. C'est deux mondes complètement différents. En un mot. J'ajoute un tout petit mot, c'est que effectivement, le patient isolé sur un marché mondial, c'est très dangereux. Mais heureusement, il y a des associations de patients. Le comité d'éthique passe aussi par ces groupes qui sont en fait des relais très forts pour les règles de bioéthique. Et je crois qu'il faut remercier les acteurs de s'organiser, y compris les patients et les citoyens. Parfait pour conclure. Un remerciement Merci pour un beaucoup. débat. C'est très très important. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Allons plus loin donc avec vous, Véronique Guillotin. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la commission spéciale sur ce texte. On voit pas mal de divisions, parfois aussi des tensions. Comment vous voyez cela et quelles sont vos positions ?
Alors, c'est un texte qui a été effectivement, qui est très particulier, en tout cas en examen, moins en commission spéciale qu'en examen en séance publique, où il y avait effectivement pendant toute cette période d'examen des périodes de lourdeur psychologique. Enfin, on sent que le sujet est quand même important. Touche à l'intime. Ça touche énormément à l'intime, ça touche aux convictions religieuses, à l'histoire de vie de certains, à l'histoire de vie de certaines familles. Enfin, on sent bien que tout ça est entremêlé. Les positions étaient très transcourantes. En fait, il n'y avait pas de bloc droite-gauche, on n'était pas sur ce sujet-là, mais voilà, on voit bien que, on l'a déjà vu sur le... On avait les LR, par exemple, et plutôt la gauche sur la même position dans certains cas, le gouvernement qui rejoignait l'une ou l'autre. Alors moi, ma position sur le sujet qui a été exprimé, là notamment les diagnostics préimplantatoires, moi j'étais plutôt favorable. Je trouve excessif et peut-être, à mon sens, pas injuste cette notion d'eugénisme, car je rejoins en fait la position de la rapporteure. La trisomie 21 aujourd'hui, on la détecte déjà. Elle est dépistée. Oui, voilà, chez les grossesses un peu tardives, les mamans qui ont des enfants un peu tard, et elle ouvre à une autorisation d'interruption médicale de grossesse. Et pourquoi étiez-vous pour alors? Moi, j'étais favorable. Alors, je reste toujours avec beaucoup d'humilité dans les décisions, des décisions pesées. Je pense pas détenir la vérité, mais moi, j'étais favorable parce qu'il y a des fécondations in vitro qui sont... Je me suis mis du côté de la femme qui cherchait en fait à avoir un enfant avec des fécondations in vitro à répétition, des périodes douloureuses, des fausses couches à répétition, des embryons qui ne s'implantent pas. Et l'idée de cette recherche préimplantatoire, c'est pas de trier des embryons pour avoir des embryons sains, c'est de chercher le meilleur embryon en fait qui puisse effectivement mener à terme pourquoi la femme est venue chercher. Le texte n'est pas assez bien ficelé pour que ça puisse réduire le risque de dérive, parce que c'est ça que cette menace-là que brandit Bruno Retailleau. Mais tout le texte a été traité comme ça en fait. À chaque discussion, il y avait ceux qui voyaient à l'intérieur de ces articles le risque de dérive, et c'est bien de le soulever, et ceux qui avaient peut-être une confiance en la science et qui se dit qu'en France, on a quand même une loi éthique, même si on ouvre, parce qu'en fait, le diagnostic préimplantatoire existe quand même aujourd'hui. Alors, il existe sur des maladies génétiques rares, très graves, etc., mais il est déjà possible. Alors, on l'a effectivement. Aujourd'hui, par cet article, il aurait été un petit peu étendu, mais le rapporteur Milon y avait mis aussi des barrières pour qu'il soit possible dans certaines conditions, dans des conditions de fécondation in vitro, avec des fausses couches à répétition, des diagnostics, des implantations qui ne se faisaient pas. Enfin, voilà. Donc, moi, j'étais plutôt favorable pour élargir un peu, toujours sous couvert d'une loi éthique. Et avec un encadrement à la française, oui. On va revenir sur cette colère des parlementaires qui vise l'exécutif. Depuis le début du quinquennat Macron, beaucoup se sentent méprisés, malmenés. Mais là, on a peut-être franchi un cap supplémentaire. La réforme des retraites en procédure accélérée, sans une ligne sur le financement, c'est un peu la goutte d'eau. Et maintenant, c'est très solennellement qu'ils demandent l'ajournement des débats ou le retour à une procédure classique. L'exécutif est-il en train de manquer de respect au Parlement? On va ouvrir le débat avec nos invités. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, François Patria, bienvenue. Vous êtes président du groupe La République En Marche au Sénat. Daniel Obono, bienvenue. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Jad Zahab, bienvenue. Vous êtes président fondateur du Parlement des étudiants. Et Benjamin Morel, bienvenue et bonsoir, politologue et maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci à tous les quatre d'être ici. François Patria, on entend des mots comme démocratie expéditive, conditions de travail inadmissibles, examen d'un texte à trous. Est-ce que vous diriez, très honnêtement, que peut-être l'exécutif brusque un peu les parlementaires? Brusque. J'ai envie de faire un mauvais jeu, j'ai envie de dire comme Coluche, je me marre. Je me marre. Parce que je vois bien aujourd'hui, parce que je fais parlementaire depuis longtemps, ce qu'est l'obstruction parlementaire. Parler aujourd'hui de brusquerie. On va avoir 6 mois pour en parler. Ça fait 2 ans qu'on en parle. La commission de l'Assemblée nationale spéciale est constituée. Elle commence à travailler aujourd'hui et mardi, elle s'installe, elle travaille. Elle va travailler pendant 1 mois et demi. Il y aura 3 semaines de débat au Parlement, 15 jours aux 3 semaines. Ici, le Sénat s'est déjà emparé à la fois de l'étude d'impact du projet de loi et il y travaille. Il va commencer à légiférer dessus au mois d'avril. On aura encore avril, mai, juin pour y arriver. Ça veut dire qu'on va mettre 6 mois. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent simplement, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi, les opposants, à bloquer le projet dans la rue. Bon, on voit bien que la manifestation d'aujourd'hui diminue et que le combat de la rue est sans issue. Bien, on n'a pas réussi. Bien. Alors maintenant, on s'est dit, c'est au Parlement qu'on va mener la bataille. On dit, ça va être effervescent, ça va être brûlant. Donc, alors on trouve tous les artifices. Et ça commence hier. Et hier, j'ai entendu
Vous savez, j'ai dit même hier, les grands principes, c'est bien. Les petites arrière-pensées, c'est de ce quoi on vit tous les jours au Parlement aujourd'hui. Daniel Obono. Voilà. Écoutez, moi, je ne suis pas parlementaire depuis des années et des décennies. C'est mon premier mandat et c'est vrai qu'on a été très vite habitués à des passages en force qui, y compris, sont assez incompréhensibles puisque, vous l'avez dit, la majorité a une très large majorité. Et pourtant, dès le départ, on a eu la loi travail tout de suite. On n'avait même pas encore déballé nos affaires qu'on était censé préparer des amendements, enfin, littéralement. Donc vous dites, vous avez été brusqué. C'est un peu l'état d'esprit général de cette majorité, y compris quand ça ne se nécessite pas. Ici, on est dans une situation quand même où même le Conseil d'État, je vous rappelle, a noté qu'il devait lire 1000 pages et rendre un avis en quelques jours et ont indiqué que c'était impossible. Donc la question c'est, vous parlez d'obstruction parlementaire, mais on n'a même pas encore commencé, on n'a même pas encore eu les moyens de pouvoir faire... non, ce n'est pas de l'obstruction. Il peut y avoir de l'obstruction et je pense que dans ce cas, elle serait légitime. Mais là, c'est simplement des parlementaires qui aimeraient pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et y compris les personnes qui se sont exprimées ne sont pas les plus grands opposants à cette réforme parce qu'ils sont... les parlementaires de la droite. Respect du Parlement. Mais oui, je pense que c'est un état d'esprit général, c'est une méthode de gouvernement. On l'a vu, le gouvernement veut passer en force parce qu'il est minoritaire. Parce qu'il est minoritaire, s'il vous plaît, chers collègues, je voudrais terminer le fond de ma pensée. Il est minoritaire aujourd'hui dans la société. Les mobilisations restent importantes, soutenues majoritairement par les Français et les Françaises, parce qu'ils savent, ils savent que c'est une mauvaise réforme. Il n'a pas réussi à convaincre avec les arguments de fond sur la supposée universalité, l'égalité. Tout ça est tombé à plat parce qu'une fois qu'on a commencé à voir dans le concret qu'est-ce que ça signifiait, y compris malgré les tentatives de truquer tous les chiffres. Je vous donne la parole dans un instant. Voilà, on va terminer ce tour de table. Il n'arrive pas effectivement à convaincre sur le fond et donc il passe en force en faisant tout et n'importe quoi. Et je crois que c'est vraiment un signe de mépris. Et je crois qu'en tant que parlementaire, la moindre des choses, c'est de pouvoir dire respecter un peu ce travail. Parce qu'à travers nous, ce sont les Français et les Françaises qui nous ont élus, tous et toutes, qui sont aujourd'hui à nouveau méprisés par cette majorité. Alors, je vais tenter de vous réconcilier. Je pense qu'on peut trouver une position médiane entre M. Patry et Mme Obono aussi. Tout est possible sur ce plateau. Je crois que d'un côté, on ne peut pas dire que ce qui est en train de se passer, c'est on est en train de bafouer le Parlement et c'est un acte antidémocratique. Mais dans le même temps, on peut aussi dire qu'effectivement, quand on a un texte définitif le vendredi et qu'il faut avoir déposé des amendements pour le vendredi prochain, c'est en quelque sorte une forme de travail dans la rapidité, surtout quand c'est un texte qui va changer énormément les vies d'un certain nombre de personnes et on peut même dire tout le monde. Je crois que la position médiane, c'est de dire, effectivement, dans ce texte, on a beaucoup d'ordonnances, mais les ordonnances ne sont pas inconstitutionnelles et elles ne constituent pas, j'allais dire, une entrave au Parlement. Il y aura une loi d'habilitation, mais dans le même temps, effectivement, quand on a un texte aussi lourd où chaque article change tellement de choses qu'il faut, chaque ligne va impacter des millions de personnes. La position médiane entre les deux parlementaires sur ce plateau, c'est que effectivement, si le Parlement veut pouvoir exercer ses fonctions de manière sereine, peut-être aurait-il fallu qu'on ait un peu plus de temps, mais on est bien en démocratie parlementaire et le Parlement va exercer. Donc brusqué mais pas bafoué. Hier, sur le plateau de Public Sénat, le député socialiste Boris Vallaud a visé très précisément Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, ne protège pas ses députés. Est-ce que c'est son rôle ? Je vais me tourner vers vous dans un instant, Benjamin Morel, mais on va l'écouter. Il répondait aux questions d'Oriane Mancini. Richard Ferrand est le président de l'Assemblée nationale. Il devrait faire respecter l'Assemblée nationale parce que nous avons un honneur exigeant qui est celui de représenter les Françaises et les Français. Et il ne l'a fait pas respecter ? Non, en acceptant ce calendrier, en acceptant cette étude d'impact indigente, il ne défend pas le Parlement. Et ça, c'est une vraie question, Benjamin Morel. Est-ce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, il est censé protéger, c'est le mot, tous les députés, ou il fait aussi partie d'une majorité et donc il va plutôt du côté de l'exécutif? C'est tout le problème, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir l'ambition de réconcilier, je suis moins ambitieux que vous, LREM et la France Insoumise. Le fait que le Parlement soit brusqué, c'est quelque chose qu'on a connu sous toute la Ve République et qui s'accélère ces dernières années. Preuve en est, le nombre de projets de loi en procédure accélérée, en fait, le nombre de projets de loi qui n'est pas en procédure accélérée, c'est-à-dire à part les révisions constitutionnelles aujourd'hui, tous les projets de loi sont en procédure accélérée, alors que normalement, ça devrait être une exception. Donc les gouvernements, c'est parce qu'il faut aller plus vite. Les gouvernements brusquent les parlements, si vous voulez. Aujourd'hui, très clairement en France, il y a cette culture-là qui est assez dommageable au débat parlementaire. Là, très clairement, on franchit un cap, si vous voulez, dans la rapidité qui est exigée des parlements. Il y a un vrai problème avec l'étude d'impact. Si on revient sur cette étude d'impact et sur Richard Ferrand, là, si vous voulez, il y a une ambiguïté qui est liée
à la révision constitutionnelle de 2008. Oui. En 2008, on dit on va faire des études d'impact pour informer les parlementaires. Et si cette étude d'impact est indigente, eh bien à ce moment-là, on aura des parlements qui pourront se retourner contre cette étude d'impact, refuser l'étude d'impact et éventuellement le Premier ministre pourra saisir le Conseil constitutionnel. Mais pour arriver à saisir, il faut que vous ayez la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui se liguent contre le gouvernement. Or, le principe de la Ve République, tel qu'elle a été conçue, c'est le fait majoritaire. Donc c'est que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, par définition, soutiennent le gouvernement. Donc on crée quelque chose, un mécanisme de défense du Parlement qui a pour seul objectif, en fait, de ne jamais réellement être activé. Et on se retrouve avec cette situation-là. Donc Richard Ferrand est d'une certaine façon dans l'incapacité politique de prendre cette décision, même si institutionnellement, eh bien peut-être le devrait-il. Parmi les parlementaires, il y a un discours parfois encore plus radical. Là, on ne parle plus d'une supposée maltraitance du Parlement. On entend les mots de dictature et de régime autoritaire. On les réécoute et je vous fais réagir. À l'égard des truands, des trafiquants de drogue, des fondamentalistes islamistes, non, c'est pas autoritaire, ça je vous rassure. Mais à l'égard de tout le reste, oui, c'est un régime qui, aujourd'hui, utilise des moyens qui sont autoritaires. Moi, je parle d'un régime qui est devenu autoritaire. Autoritaire, c'est pas un compliment en démocratie. Et il y a une différence entre un régime autoritaire et un régime totalitaire. Les régimes totalitaires, c'est la dictature. Les régimes autoritaires s'arrangent pour que la violence règle ce que la conviction des chefs n'arrive pas à régler. Dans un régime autoritaire. Oui, bien sûr, mais les Français le pensent. Vous 80% des Français, 78% exactement des Français pensent que l'on est dans un régime autoritaire. J'imagine que ça vous met en colère d'entendre ça, François Patria. Ça me fait sourire de voir revenir Ségolène Royal avec de nouvelles ambitions. Ah, c'est un autre sujet. Marine Le Pen, moi, j'ai pas l'habitude de lui répondre. Elle est dans l'extrême droite, son discours. Mélenchon, excuse, il est dans l'outrance en permanence. La France, c'est moi, etc. Il est dans l'outrance. Et puis, mais il est dans l'outrance. Les propos, tout le monde le reconnaît. Tous les commentateurs, tous les plateaux vous disent qu'il est dans l'outrance. D'accord, mais alors comme ça. Et puis, Madame Le Royal est dans le dépit. Elle est dans le dépit parce qu'on ne reconnaît pas ses mérites, on ne lui redonne pas des perspectives, on ne lui donne pas de grands ministères. Alors, ben voilà, elle est dans le dépit. Et elle dit le contraire de ce qu'elle a dit il y a quelques années. Donc, vous voulez dire que les personnes qui ont prononcé ces mots si vous pensez aujourd'hui qu'après les manifestations qu'on a vues depuis un an, un peu plus d'un an, de tout ce qui a pu se passer avec les manifestations syndicales et autres depuis 2 mois autour de la réforme des retraites, si vous pensez que nous sommes dans un régime dictatorial ou autoritaire, écoutez, à chaque fois que les manifestations, bien tenues par les syndicats, se sont tenues dans l'ordre, il n'y a pas eu de débordement et pas de violence. Pas de violence. Donc, quand le droit de manifester, oui, le droit de grève, bien sûr, mais le droit à la violence, non. Et je pense que quand le gouvernement a réprimer la violence, il a eu raison de le faire parce que les Français ne le supportaient pas. Alors, quand vous dites tout à l'heure, la majorité de Français nous soutiennent, écoutez, moi, j'ai fait toutes les semaines du terrain. Je vais dans ma région toutes les semaines. Personne ne me reparle de la réforme des retraites. Et les gens me disent, vous savez ce qu'ils me disent, les gens? Maintenant, ça a assez duré, il faut en finir, tenez bon. Voilà ce qu'ils me disent, les gens. Alors, Daniel Obono. Écoutez, vous l'assumez, ce mot de régime autoritaire employé par le leader de la France? Nous avons alerté, et à la rigueur, si ce n'était que la France insoumise, chers collègues, mais reconnaissez ou entendez au moins les organisations... Entendez la CFDT. S'il vous plaît. Entendez Amnesty International, entendez Human Rights Watch, entendez toutes les organisations de défense des droits humains jusqu'au niveau européen et au niveau international qui disent depuis plus d'1 an par rapport aux stratégies dites de maintien de l'ordre du gouvernement qu'il y a un recul en termes de droits et de libertés démocratiques. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur rapport après rapport. Il n'y a pas de violence dans les manifestations. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a un recul des droits et libertés? Oui, malheureusement aujourd'hui. Vous parliez des manifestations, excusez-moi, j'étais aujourd'hui avec des victimes de violences policières qui ont perdu des yeux, qui ont été mutilés, qui dans leur chair, dans leur chair... C'était à l'Assemblée nationale. C'était à l'Assemblée nationale. On est aujourd'hui dans un moment où, je veux dire,
vous parliez des commentateurs et commentatrices. Aujourd'hui, y compris de grands journaux sont obligés de reconnaître la réalité de violences policières. Parce que des violences policières, je tenais à rappeler là parce que je pense aux personnes, aux citoyens, des pères de famille, des mères de famille qui ont aujourd'hui des séquelles à vie et que vous passiez ça comme ça d'un revers-de-main en disant etc. Je crois que vous ne parlez jamais des policiers. Ah mais si, mais bien sûr, non mais bien sûr, chers collègues, nous en parlons parce que y compris mettre les policiers qui sont sous tension depuis plus d'1 an dans de telles situations, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Mais plus largement, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que régime autoritaire, vous assumez, vous dites qu'on est dans un régime autoritaire. Nous pensons qu'il y a une dérive de ce point de vue-là. C'est pas tout à fait la même chose. Mais si, mais écoutez, revoyez depuis 2 ans et demi, moi je suis membre de la commission des lois avec mon collègue Hugo Bernalicis sur tous les projets de loi, y compris qui ont sanctionné ces reculs-là, nous avons alerté. C'est le cas de constitutionnalistes, c'est le cas, encore une fois, de défenseurs et défenseuses des droits humains, qui ont alerté sur les reculs que connaît notre pays aujourd'hui, qui est pris en exemple, je rappelle quand même, qui est pris en exemple aujourd'hui par des régimes extrêmement autoritaires aujourd'hui pour dire, s'ils le font en France, le soi-disant pays des droits de l'homme, chez nous, ça passe. Alors, c'est un vrai sujet. Benjamin Morel. On doit être fiers de la manière dont notre pays est vu aujourd'hui. Emmanuel Macron y a répondu à ces accusations dans l'avion qui le ramenait d'Israël. Il a dit ceci: mais aller en dictature, une dictature c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature c'est un régime où on ne change pas les dirigeants jamais. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez, la dictature elle justifie la haine, la dictature elle justifie la violence pour en sortir. Qui a raison ? Si vous voulez, le problème c'est qu'on est dans la caricature des deux côtés d'une certaine façon, avec l'idée que soit on sera en dictature, soit qu'il n'y aurait pas de problème. On n'est pas dans un régime autoritaire. Je crois qu'il faut le dire, il est important de le dire, la France n'est pas un régime autoritaire. En revanche, on a 2 phénomènes qui ne sont pas franco-français, qui parcourent aujourd'hui tous les pays occidentaux, qui sont d'un côté une crise de la représentativité politique, qui est réelle, qui est profonde et qui pose des problèmes, et de l'autre un recul des libertés publiques, notamment liées à des politiques sécuritaires, avec le terrorisme, etc. Ça ne date pas de ce gouvernement non plus. Les lois sur l'état d'urgence, ensuite leur entrée dans le droit commun, c'est quelque chose de structurel depuis un certain nombre d'années que connaît la France, que connaît d'autres pays occidentaux. De là à dire qu'on aurait basculé du côté des dictatures et des régimes autoritaires, évidemment c'est un pas qu'il ne faut surtout pas franchir. On en est encore loin, mais en effet, il est bon d'être vigilant. Parce que moi, j'ai bêtement regardé dans le dictionnaire, dans le Larousse, régime autoritaire, ça veut dire, se dit de tout régime politique où l'exécutif est investi d'une très grande autorité, d'un pouvoir absolu, dit dictatorial. Et dictature, je suis allée regarder aussi, c'est régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes qui l'exercent sans contrôle de façon autoritaire. Il y a un contrôle en France, Jadzab ? Bien sûr qu'il y a un contrôle, on est dans un état de droit, on a un conseil d'État, on a un conseil constitutionnel, on a une séparation des pouvoirs qui, effectivement, dans un régime parlementaire est dite souple. Donc, effectivement, l'un essaye de moduler l'autre. Mais concernant les extraits des 3 dirigeants qu'on a vus, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Ségolène Royal, la première chose, ce que j'ai envie de dire, c'est premièrement grande indignité dans ces propos, les 3. Parce que je fais partie d'une génération, on est jeunes, ces gens-là nous représentent. Et je pense que les dirigeants politiques manquent de dignité. Sur des sujets aussi graves que cela, on n'élit pas les gens pour aller faire des polémiques et pour aller nous qualifier le régime est comme ci ou comme ça. En revanche, comme le disait Madame Obono, sur un certain nombre de sujets, quand on vote l'année dernière la proposition de loi Casseur qui restreint la liberté de manifester, quand on vote, qui a été déposée par M. Retailleau mais reprise par le gouvernement, quand on inscrit un certain nombre de dispositifs qui visent à augmenter les pouvoirs du préfet sans possibilité d'aller devant le juge administratif, là il y a un sujet. Et de la même manière sur la doctrine de contrôle de l'ordre. Mais je pense qu'il faut le redire, parce que sur ce plateau aussi, les jeunes qui nous regardent, peut-être même tous les Français, mais particulièrement les jeunes qui nous regardent, qui vont de moins en moins voter en 2017 comme en 2012, l'indignité de ces propos, que ce soit M. Mélenchon, Mme Royal, n'en parlons pas, et Mme Le Pen, pardon, Mme Obono, mais ce sont des gens dont ce conflit est fait prospérer l'entreprise politique. Et j'ai pour ces gens-là beaucoup de questions. Et j'en veux beaucoup parce que c'est à cause de personnes comme ça que les jeunes ne vont plus voter. Le débat qu'on a là, je trouvais plutôt sain, parce qu'il faut parler du fond, mais un peu de dignité de la part des dirigeants politiques. Daniel Obono. Écoutez, je pense que moi, ce qui est indigne, c'est de voir
manifestation après manifestation, des gens, des citoyens se faire matraquer, se faire mutiler. Je suis pas du tout en désaccord avec vous. Et je crois qu'il faut pouvoir exprimer aussi une indignation vis-à-vis de ça. Là, vous avez pris des extraits, mais encore une fois, je vous demande de revoir toutes les fois où à l'Assemblée nationale, nous avons fait des amendements, nous avons interpellé le gouvernement pour questionner sur le sens de ces mesures. Nous faisons ce travail-là et Jean-Luc Mélenchon le fait aussi. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut pouvoir aussi exprimer cette indignation. Et je crois que pour redonner du sens à la politique, il faut aussi, à un moment donné, sortir du cadre et ne pas accepter qu'on puisse dire, voilà, nous ne sommes pas en dictature, mais nous lançons une alerte parce qu'il y a une dérive. Nous parlons de dérive autoritaire parce que, effectivement, les mots ont un sens. Monsieur Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, à qui une de vos confrères journalistes demandait comment vous qualifieriez au moment du vote des lois de sécurité intérieure, qui qualifierait, on est en démocratie, dictature, il disait, on peut parler de démocrature, un espèce de mélange entre les deux. Il dit oui, on pourrait parler de quelque chose comme ça. Donc oui, il y a des formules choc, mais je pense que c'est à la hauteur, enfin, du sentiment aussi de se dire oui, nous sommes responsables politiques et moi je ne veux pas faire partie d'une génération politique qui vient d'arriver à être élue et qui se retrouve dans un parlement qui vote de telles lois. Alors, et je ne veux pas attendre de ne plus avoir le pouvoir de le dire, de risquer d'aller en prison pour pouvoir le dire parce que à ce moment-là il sera trop tard. Justement, donc oui, la situation, sur la c'est colère, le moment où il faut que tout le monde se ressaisisse, justement. Revenons sur la colère et le sentiment d'impuissance des parlementaires. Leur marge de manœuvre est finalement assez limitée avec une assemblée qui est effectivement acquise à l'exécutif. Que leur reste-t-il? On a préparé un petit tableau, regardons ensemble. Qu'est-ce qu'il leur reste? La motion de censure, c'est compliqué puisqu'il faut une majorité absolue à l'Assemblée. Revenir à une procédure classique, compliqué aussi puisqu'il faut l'accord des deux chambres. Rejeter tout simplement l'examen du texte, mais c'est s'interdire de l'amender. Faut-il aller alors jusqu'au référendum? Le Parlement est-il vraiment impuissant? On va demander à Hervé Marseille ce qu'il en pense. Il est patron des sénateurs centristes ici au Sénat et je vous fais réagir après. Il est avec Alexandre Poussard en salle des conférences. Hervé Marseille, vous avez interrogé vous-même cet après-midi lors des questions au gouvernement le Premier ministre pour lui demander d'abandonner la procédure d'urgence d'examen de la réforme des retraites. Eh bien, il a dit non. Le gouvernement va tenir son calendrier. Comment vous recevez cette réponse négative du gouvernement? Écoutez, c'est un peu dommage parce que le seul endroit où on n'a pas parlé de retraite depuis 2 ans, c'est justement le Parlement. On en a parlé dans la presse, évidemment, avec les syndicats, au gouvernement, un peu partout, sauf au Parlement. Donc il faudrait d'abord que le Parlement ait un peu de temps pour pouvoir examiner tout ça. Et c'est un temps qu'on lui refuse. 2 semaines à l'Assemblée, 4 semaines au Sénat, c'est peu. Alors le Sénat a fait une demande officielle via sa conférence des présidents pour demander une procédure classique d'examen à 2 lectures de ce texte de la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a quand même des armes législatives pour le Sénat pour prolonger cet examen de la réforme ? Non, d'ailleurs, il ne s'agit pas de faire la guerre, d'employer des armes, comme vous le dites. Des outils. Des outils. Je pense qu'il faut qu'on ait un échange approfondi. C'est un texte déterminant pour l'avenir de plusieurs générations et qui va nous engager dans des décennies assez lointaines. Donc la moindre des choses, c'est quand même de pouvoir aller au fond du sujet. Or, on n'a pas tous les éléments. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire l'avis du Conseil d'État qui montre combien il y a d'insatisfaction, de lacunes, de manque de documentation. Il faut qu'on ait ces précisions. Le président Larcher l'avait dit il y a déjà plusieurs semaines, pour pouvoir travailler en ayant sur la table tous les éléments nécessaires à notre réflexion. Mais alors, compte tenu de nos institutions, est-ce qu'il n'y a pas une impuissance du Parlement pour essayer de peser et de prolonger cet examen ? Écoutez, déjà on voit que la rue s'énerve passablement, hein. Il y a encore les pompiers, il y a encore les avocats, il y a encore toutes sortes de gens qui protestent. Il serait bon que le débat ne se fasse pas uniquement dans la rue et avec l'exécutif. Il y a des corps intermédiaires et en particulier dans toute démocratie un Parlement, et il serait bon que le Parlement remplisse son rôle, c'est-à-dire qu'il étudie la loi. Est-ce que le gouvernement tient vraiment compte du rôle du Parlement finalement? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Est-ce qu'on peut imaginer un rejet symbolique de ce texte en première lecture par le Sénat pour protester? Tout est possible, on va voir, je ne veux pas préjuger, on va d'abord laisser l'Assemblée travailler le texte. Elle a en revanche peu d'éléments pour l'instant et nous ne voulons pas travailler à l'aveugle. Très bien. Merci beaucoup Hervé Marseille pour votre analyse. Merci beaucoup Alexandre. On voit François Patria, quoi qu'il arrive, ça abîme un peu les relations entre le Parlement et l'exécutif. Écoutez, Hervé Marseille, c'est quelqu'un de modéré, de sympathique, de drôle. Je l'ai vu hier soir au vœu du Premier ministre. J'ai vu le Premier ministre applaudir le Premier ministre et lui serrer la main et lui dire que c'était très bien.
Et je l'ai vu dans l'hémicycle ensuite dire il faut reprendre la majorité du Sénat parce que là, on est dans l'opposition. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? On est dans la posture. D'abord, je vais vous dire, oui, on est dans la posture et dans l'obstruction, je vous le dis. C'est les arrière-pensées. Alors, je vais répondre à Hervé Marseille. D'abord, premièrement, est-ce que vous dites, sous la Ve République, j'ai apprécié vos interventions, ça n'est pas nouveau. Le fait majoritaire et la Ve République est faite avec ses pouvoirs du Parlement aussitôt. Je les ai connus dans la majorité et dans l'opposition. Je vois bien ce que j'ai vécu à certaines époques. J'ai également dit que c'était particulièrement brusque cette fois-ci. Mais ça, c'est la Ve République. Ça s'accélérait. Ensuite, dire aujourd'hui, étude d'impact. Il n'y a pas d'étude d'impact. 960 pages, j'espère que vous avez lu. 960 pages. Ne dites pas qu'il n'y en a pas assez. Oui, mais c'est truffé d'erreurs. Vous savez combien il y en avait pour les dernières réformes? 60. Deuxièmement, le Conseil d'État dit la chose suivante. Remplir des pages, c'est pas faire une... C'est-à-dire qu'il répond aux questions. Non, mais attendez, je ne vous ai pas interrompu. Oui. On répond aux questions. Excusez-moi. Alors, je vous ai interrompu et j'ai eu le temps. En plus, vous m'interpellez, moi. J'ai eu le temps. Mais vous pourrez me répondre après. Alors, ensuite... Oui, mais rapidement, parce qu'on a peu de temps. Ça va vite. Toutes les réformes des retraites ont été faites en procédure accélérée. Toutes, vous m'entendez. Et ce que dit le Conseil d'État, alors moi ça me fait sourire le Conseil d'État, il y a 2 ans on nous disait n'écoutez pas autant le Conseil d'État, surtout n'écoutez pas le Conseil d'État. Et aujourd'hui le Conseil d'État devient la vedette du Parlement. Bien, mais dedans, moi j'ai vu des gens du Conseil d'État avant-hier à l'Élysée, j'en ai rencontré, écoutez-moi bien. Et ils m'ont dit, mais globalement, ce texte de loi, on surinterprète notre avis aujourd'hui et on donne un quitus à 98% du texte. Voilà. Il faut qu'ils republient un communiqué. Voilà, comme tel. Alors qu'ils disent qu'aujourd'hui, les ordonnances. Alors comment voulez-vous qu'on n'ait pas d'ordonnance si on va parler par exemple demain de la reversion? On ne va pas mettre dans la loi les modalités. Ça va se discuter avec les syndicats. De la pénibilité avec les syndicats. Pardonnez-moi, des fins de carrière avec les syndicats. Donc vous voyez, c'est normal qu'ils ordonnent. Voilà, c'est normal. Écoutez, moi je pense que c'est surtout l'aveu d'un échec. Parce que c'est quand même, c'est ce que je disais. Au bout du compte. Oui, non, mais vous avez le nombre. Vous avez le nombre. C'est la démocratie. Quel est l'intérêt justement d'une telle brusquerie? Vous parliez effectivement, nous on est pour changer de système vous avez un de la République. Vous vous sentez un peu impuissante là face à non, ce texte? moi je me sens d'abord inspirée par les mobilisations qui continuent sur des formes diverses et variées et qui montrent la détermination et qui justifient le fait d'être opposé à ce texte et de mener cette bataille et de demander à être respecté en tant que parlementaire. Et je crois que justement c'est un aveu d'échec parce que la majorité n'a pas réussi à convaincre, a perdu la bataille de l'opinion et donc utilise des manières. Et il ne suffit pas de dire on a toujours fait ça dans la Ve République. Votre majorité s'est présentée comme le nouveau monde, comme justement celles et ceux qui allaient changer une manière de faire la politique, redonner envie et donner une autre image de la politique. Et maintenant vous voulez justifier en disant on a toujours fait ça en Ve République, donc on continue. Mais si, c'est ce que vous venez de dire. Donc je pense que c'est l'aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Le gouvernement est sur la défensive et donc passe en force en faisant tout et n'importe quoi. Et je pense que ça justifie l'opposition. Je vais essayer. Du point de vue parlementaire, si vous voulez, dès le moment, il y a des possibilités d'action pour le Parlement, mais il faut que la majorité de l'Assemblée nationale soit d'accord. Sinon, ces possibilités d'action sont réduites à zéro. Les possibilités d'obstruction à l'Assemblée nationale qui existaient il y a quelques années ont été très réduites par les diverses révisions du règlement. Aujourd'hui, très clairement, une obstruction massive à l'Assemblée nationale ne serait pas réellement audible. La seule chambre qui, en effet, peut faire de l'obstruction, mais c'est pas du tout sa culture et c'est pas arrivé depuis le début des années 90, c'est le Sénat. Parce que là, en effet, si le Sénat dit on siège 3 jours par semaine et on écoute chaque sénateur sur chaque amendement, là, très clairement, il y a une possibilité de freiner. Là, c'est une possibilité, mais ça impliquerait quand même d'aller contre une partie de l'électorat de droite qui aujourd'hui soutient cette réforme et d'aller en effet dans une méthode d'action qui est très très rare au Sénat. Encore une fois, on l'a connue dans les années 80-90, beaucoup moins que les années 2000. Ce ne serait pas dans l'intérêt de l'image des sénateurs, Jad Zahab. Non, en effet, j'abdique toute capacité à réconcilier les deux parlementaires de ce plateau. C'est ça, à regret, mais je pense que là-dessus, l'examen va commencer en commission la semaine prochaine. Vous disiez effectivement, il y a beaucoup d'ordonnances. Si je peux me permettre quand même, la conférence de financement qui commence demain avec les syndicats pour objectif de fixer un cap budgétaire, ça me semble quand même gênant pour un Parlement d'autoriser une trajectoire à 2037 sans qu'on ait des moyens. Alors, le gouvernement nous dit c'est pour entendre les partenaires sociaux. Très bien, mais je pense que le Parlement, doit pouvoir avoir une marge de manœuvre. Et à l'inverse, je salue le fait que vous dites quand même que vous êtes combative et que vous allez vous saisir des possibilités d'amendement. Je crois que là-dessus, on n'a pas pu vous réconcilier, mais au moins on peut s'entendre sur le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat vont devoir jouer leur rôle. Le Sénat avait oublié son rôle pendant le projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'il avait rejeté à la première lecture. Je pense que les sénateurs l'ont regretté après.
après. Là, que les députés, que les sénateurs se saisissent du texte, on peut regretter la méthode gouvernementale. La seule question que je me pose, c'est qu'a fait M. Delevoye pendant 2 ans? Oui. Si tout était prêt, je pense que les choses auraient dû aller plus facilement. C'est une question qu'on se pose maintenant. Pour les jeunes générations comme la mienne qui vont bénéficier complètement de ce nouveau système, on a besoin que les parlementaires se saisissent, j'allais dire, avec la conscience de la gravité des sujets et puis l'envie de construire du consensus, comme sur ce plateau, bien sûr. Absolument, c'était tout l'état d'esprit de ce plateau. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat serein et plutôt amical. C'est pas toujours le cas. Merci en tout cas. Nous, on se retrouve demain à 18h pour un nouveau numéro de Dialogue citoyen. Vous connaissez probablement la formule. Elle est mensuelle. 9 citoyens, 6 sénateurs qui vont échanger cette fois sur le thème de la santé. Accès aux soins, déserts médicaux, hôpital en détresse. Ils auront 1h30 pour échanger sur ce même plateau et je serai là pour les y aider. Bien sûr, vous retrouvez Oriane Mancini demain entre 7h30 et 9h pour Bonjour chez vous. Et son invité politique sera Guillaume Larrivé, député LR de Lyon. Très très bonne soirée sur Public Sénat.